Au Cameroun, après la proclamation officielle de la réélection du président Paul Biya pour un 7e mandat, les réactions des Camerounais sont diverses et variées. On fait le point dans cette édition. Au Zimbabwe, l'opposant Nelson Chamisa préconise la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise économique. Il dénonce une absence de leadership de la part du président Mnangagwa. Et puis une paralysie du système judiciaire à Madagascar en 2017 a eu de lourdes conséquences sur la population. 52 personnes qui sont mortes en détention préventive selon un bilan rendu public. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, c'est connu depuis hier, le président Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans, a été réélu pour un 7e mandat avec 71,28% des suffrages selon les résultats du Conseil constitutionnel. Mais l'opposant Maurice Kamto, arrivé en 2e position, parle de faux chiffres officiels et revendique la victoire. Reportage Narcisse Homme. Près de 36 ans après son arrivée au pouvoir, Paul Biya, 85 ans, a été une nouvelle fois réélu président du Cameroun à la suite du scrutin du 7 octobre 2018. Selon la Cour constitutionnelle qui a annoncé les résultats, il obtient 71,28% devant son principal challenger, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui obtient quant à lui 14,23%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Dans le pays, de nombreux militaires et forces anti-émeutes étaient mobilisés de peur des réactions que pourrait susciter cette nouvelle victoire de Paul Biya. Dans la capitale économique Douala, toute manifestation a été interdite. Les mesures de sécurité ont également été renforcées dans les autres villes du pays pour faire face à d'éventuelles contestations. Maurice Kamto, le candidat malheureux du MRC, dans une sortie dans les réseaux sociaux, annonce qu'il rejetait les résultats. Pour rappel, 6 667 754 Camerounais étaient théoriquement appelés à voter lors du scrutin à tour unique. Mais c'est seulement 3 537 965 qui ont finalement participé à ce scrutin pour un pourcentage de 53,58%. Paul Biya, qui entame donc son 7e mandat, a remercié ses partisans dans un Twitter. À noter, le mandat présidentiel au Cameroun est de 7 ans. Restons au Cameroun pour dire qu'à la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier par le Conseil constitutionnel, notre correspondant sur place s'est rapproché de quelques citoyens camerounais résidant à Douala pour avoir leur réaction. On écoute. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a fait la programmation des résultats du 7 octobre au Cameroun. Nous ne pouvons que nous incliner en tant que Camerounais à la version de ça, puisque le Cameroun, ce n'est pas un pays de rebelles. Nous validons et nous transmettons aussi en passant nos félicitations au président Paul Biya. Le plus important n'est pas le résultat. Le plus important pour moi, c'était que quel qu'en soit le président élu, que le Cameroun reste serein, on continue dans la paix. Même les enfants des enfants ont vu que le RDPC ne peut gagner que faussement. J'en ai terminé, je n'ai pas attiré long parce que je sens mal à cause de ces élections. Oui, ça c'est la force, et c'est l'expérience qui a démontré la force. On vous a toujours dit, on ne peut lutter avec celui qui a l'expérience, parce que l'expérience c'est ça qui fait l'homme. Nous disons merci au président Paul Biya. C'est pour cette confiance, nous la renouvelons. Et nous sommes avec lui de tout cœur, jusqu'à la mort. Je pense que les résultats que vient de proclamer le Conseil constitutionnel ne surprend aucun Camerounais. Et donc, nous savons tous, les Camerounais dans leur âme et conscience savent que le président Paul Biya n'a pas gagné les élections. Non. Je pense que, on a choisi le meilleur. Et la politique, c'est que, quand tu perds, tu t'alignes devant le gagnant, derrière le gagnant. Donc la politique, c'est se préparer pour les 7 prochaines années.
En bref, au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le principal dirigeant de l'opposition et rival malheureux du président Emmerson Mnangagwa à la dernière élection présidentielle, a préconisé ce mardi la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour résoudre la crise politique et économique qui s'aggrave dans le pays. Le Zimbabwe connaît sa plus grave crise économique depuis 10 ans qui s'est traduite ces dernières semaines par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments en raison d'un manque de devises. L'opposant qui est monté au créneau a toutefois critiqué ce qu'il appelle une absence de leadership de la part du président Emmerson Mnangagwa. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de la déclaration du chef de file de l'opposition zimbabwéenne. Dollarisons chaque paquet de devises, cessons de prétendre que le billet d'obligation, la monnaie de substitution du Zimbabwe et le dollar américain sont égaux. Nous voyons les files d'attente qui serpentent autour des stations-service, les magasins ferment, nos gens se battent pour l'huile de cuisson. Où est le tournesol que nous cultivons? On ne peut même pas se nourrir. What is definitely clear is that there is absence of leadership. The nation is... Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de leadership, que la nation est orpheline, qu'elle est sans parents et que c'est évidemment en raison du comportement de M. Emmerson Mnangagwa et son équipe. The conduct and behavior of Mr. Mnangagwa and his team. Au Comores, la vie revient lentement à la normale à Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan. Ceci après la prise de contrôle par l'armée de la Médina, dans laquelle s'étaient retranchés pendant 6 jours des rebelles opposés au président Azali Assoumani. Reportage. L'opération de l'armée pour prendre le contrôle de la Médina de Mutsamudu, capitale de l'île d'Anjouan, où s'étaient retranchés depuis 6 jours des rebelles opposés au président Azali Assoumani, s'est faite sans violence. Mais les rebelles ont réussi à s'échapper et leurs armes n'ont pas été retrouvées. Accusé d'avoir armé les rebelles, le gouverneur d'Anjouan, Abdou Salami Abdou, était détenu ce dimanche par la gendarmerie comorienne. Une enquête est ouverte, des gens sont interpellés à la gendarmerie, plusieurs noms sont cités, parmi lesquels celui du gouverneur Salami Abdou Salam, raison pour laquelle il a été interpellé hier et il est devant la loi. Il est entendu par la gendarmerie comme toute personne impliquée directement ou indirectement dans ces agissements. Ils seront entendus et déférés devant le parquet. Le gouverneur Salami a demandé sa reddition hier. C'est lui qui a appelé les autorités pour qu'il soit récupéré là où il était. Donc, avec ce qu'on a fait, il est arrêté, il était au milieu de la gendarmerie, il a passé quelques heures au niveau des brigades de recherche et des enquêtes. Normalement, il devait être dans sa maison en qualité de résidence surveillée. Je sais le taux de chômage qui est ici. Ces jeunes-là, comme ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de quoi faire, ils sont facilement manipulables. Si vous savez l'idée de montant qu'on leur a proposé, mais c'est rien, pour aller engager leur vie par là, à peine 300 € pour faire une opération pareille. C'est normal, puisque les jeunes ont manqué de repères. Alors, c'est à nous, le gouvernement, de trouver un moyen de les récupérer et de les insérer le plus facilement, le plus rapidement possible. Membre du parti Joua de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, actuellement incarcéré pour corruption et détournement de biens publics, Abdou Salami s'était farouchement opposé au référendum constitutionnel du 30 juillet du président Azali Assoumani, le jugeant illégal et anticonstitutionnel. Une paralysie du système judiciaire à Madagascar en 2017 a eu de lourdes conséquences sur le quotidien de la population. 52 personnes y avaient trouvé la mort, bloquées en détention préventive. Plus de précisions à travers cet élément. 55% de la population carcérale de Madagascar, soit quelques 11 000 personnes, attendaient toujours d'être jugées en octobre 2018. Contre cette réalité, Amnesty International s'est insurgé mardi. Selon l'ONG, les conditions misérables dans lesquelles les personnes en détention préventive sont maintenues constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le rapport contenant l'étude est intitulé « Punis pour être pauvres » et se fonde sur des visites effectuées dans 9 établissements pénitentiaires.
Pour le directeur du Bureau régional pour l'Afrique australe d'Amnesty International, à cause d'une succession de dysfonctionnements dans la chaîne pénale malgache, des personnes souffrent en prison pendant des années avant d'être traduites en justice. Dans certains cas, des enfants partagent leurs cellules avec des criminels. Les détenus les plus pauvres, qui ont le moins accès à une aide judiciaire, sont ceux qui souffrent le plus de leur incarcération, en particulier les femmes et les enfants. Le président par intérim de Madagascar, Rivo Rakotovao, a jugé le constat d'Amnesty International triste et inacceptable. Toutefois, il justifie cet état de choses par le fait que les juges n'ont pas toujours le choix lorsqu'ils mettent une personne en prison pour éviter une vindicte populaire. De plus, les prisons sont dépassées par le temps en termes de capacité et de qualité. La tuberculose est l'une des principales causes de décès des détenus à Madagascar. Les prochaines élections en Centrafrique sont prévues en 2020-2021. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour un rôle accru des Nations Unies dans le pays et dans la réussite de ce processus électoral. C'est dans un rapport remis récemment aux 15 membres du Conseil de sécurité. Les détails. Antonio Guterres estime que les Nations Unies, en particulier la MINUSCA, devraient avoir un rôle plus important dans le processus de paix en Centrafrique. Dans ce sens, 2 nouvelles tâches sont recommandées. Un soutien logistique à la défense nationale et aux forces de sécurité, ainsi qu'au processus électoral. Si ces orientations sont approuvées par le Conseil de sécurité, la MINUSCA pourrait apporter une aide à la Commission électorale nationale pour la préparation et la conduite des futurs scrutins présidentiels, législatifs et locaux. En effet, le mandat de la MINUSCA, renforcé il y a 1 an de 900 hommes, arrive à échéance à la mi-novembre. Dans son document, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour un renouvellement d'1 an avec des effectifs de 11 650 militaires et 2 080 policiers. Dans son rapport, il relève que la situation en Centrafrique reste extrêmement fragile avec un risque de retour en arrière toujours réel. Des groupes armés restent en position de force dans plusieurs régions et continuent de bénéficier de taxation et d'exploitation illégale des ressources naturelles. Hors du continent africain, l'ouragan Willa se dirige vers le nord-ouest du Mexique depuis le Pacifique. Selon le Centre américain des ouragans, le cyclone a légèrement perdu de sa force mais reste extrêmement dangereux. Les Mexicains se préparent à son arrivée. Voici les images. L'ouragan, passé en catégorie 4, se trouvait lundi soir à environ 160 km des côtes mexicaines et ses rafales de vent pouvaient atteindre 240 km/h. Dans les zones côtières des 3 États de Sinaloa, Jalisco et Nayarit au Mexique, les écoles ont été fermées et des messages de prévention étaient transmis à la population. Ne pas paniquer, mais être prudent. Avoir les principales nécessités comme de l'eau, de la nourriture non périssable, puis remplir le réservoir d'essence au cas où. Il faut écouter les autorités qui nous préviennent que ça pourrait être un fort ouragan, puis nous devons préparer autant de nourriture que possible et si vous avez une affaire, essayez de la protéger autant que possible. Les autorités mexicaines surveillaient également la progression de la tempête tropicale Vicente. Lundi, elle se trouvait à 280 km au sud d'Acapulco, dans l'état du Guerrero, et devrait également toucher la côte ce mardi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.